Le voyage spatial a beaucoup évolué depuis le lancement de Sputnik en 1957. Depuis lors, nous avons envoyé des humains sur la Lune, établi la Station spatiale internationale, et même envoyé des engins robotisés pour explorer d'autres planètes. Mais nous avons encore pas mal de choses à découvrir et à accomplir. Quels sont nos projets actuels? Quelle technologie sommes-nous en train de développer et qu'attend l'humanité au cours des 100 prochaines années? Nous allons voir ça, d'accord? Tout d'abord, l'intelligence artificielle. Petite anecdote, c'est exactement comme ça que mon prof d'histoire qualifiait mon intellect quand j'étais au lycée. Depuis un moment, l'humanité s'est engagée dans le développement de l'intelligence artificielle. Et nous avons déjà réalisé quelques belles percées dans ce domaine. Avec l'aide de l'IA, nous allons pouvoir explorer le cosmos comme jamais auparavant. Réfléchissez-y, l'IA peut automatiser des tâches telles que la planification des missions et l'analyse des données. Désormais, les astronautes humains peuvent se concentrer sur des choses plus importantes, comme la recherche d'astronautes non humains. De plus, l'IA peut contrôler des navettes spatiales à distance, ce qui réduit les risques d'accidents. Et ce n'est pas tout. Cette technologie nous offre aussi des perspectives incroyables, auxquelles les humains n'auraient peut-être pas pensé tout seuls. L'IA pourra également nous aider à comprendre les données collectées par les sondes spatiales. En bref, utiliser l'IA dans l'exploration spatiale nous permettra d'en apprendre davantage sur le cosmos et rendra la discipline plus efficace et moins coûteuse. Mais ce n'est pas la seule chose qui nous aidera à conquérir l'espace. Nous avons aussi les fusées réutilisables. Fini les fusées à usage unique. Aujourd'hui, ces fusées prennent le dessus dans l'industrie spatiale. Non seulement elles permettent d'économiser de l'argent, mais elles rendent aussi les voyages accessibles à un plus grand nombre de personnes et d'organisations. La société SpaceX a déjà créé tout un tas de fusées réutilisables, comme le Falcon 9 et le Falcon Heavy, et ils ont accompli de nombreuses missions vers la Station spatiale internationale et même au-delà. Blue Origin a également fait d'énormes progrès dans la technologie des fusées réutilisables avec son New Shepard. Il prévoit même d'emmener très bientôt des touristes dans l'espace. Bien, donc ces technologies géniales nous aideront à progresser. Mais que ferons-nous ensuite? Et pourquoi pas quelques colonies dans le système solaire? La colonisation de l'espace, quelle super idée. La possibilité d'établir des colonies sur d'autres planètes, Mars par exemple, est un rêve qui nous captive depuis des décennies. Et maintenant, c'est à notre portée. Mais avant de faire nos bagages, nous devons régler quelques problèmes. Pour commencer, se rendre sur Mars n'est pas une mince affaire. C'est un long voyage qui pourrait prendre des mois, voire des années. Nous devons donc d'abord découvrir comment rester en bonne santé lors d'une telle traversée. Une fois sur place, d'autres défis nous attendront. Les radiations et les fluctuations de température ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Vivre et travailler dans l'espace n'est pas facile. Nous devrons nous assurer que tout le monde a ce dont il a besoin. Ce n'est pas comme si on pouvait simplement se rendre chez l'épicier pour faire ses courses. Nous devrons donc construire des systèmes qui fourniront de la nourriture et de l'eau, créer des moyens de transport et maintenir tout ça en bon état. Et n'oublions pas la chose la plus importante, l'argent. Construire et entretenir une colonie au-delà de la Terre est loin d'être aisé. Il nous faudra beaucoup de ressources et une coopération de tous les instants pour y parvenir. Mais vivre dans l'espace nous apportera beaucoup. Les scientifiques auront un super terrain d'étude pour la recherche et l'exploration. Nous pourrons en savoir plus sur l'univers et sur notre place en son sein. Nous pouvons donc nous permettre de rêver. Le défi est de taille, mais les gains sont inestimables pour l'humanité. C'est pourquoi des entreprises privées et des agences spatiales travaillent dur sur le développement de la vie sur Mars. Ils songent même déjà à terraformer la planète rouge. Nous allons parler de ça. La terraformation, c'est transformer une planète stérile et inhospitalière en un paradis habitable. Ça semble sortir tout droit d'un roman de science-fiction, pas vrai? Eh bien, croyez-le ou non, à l'aide de technologies avancées et de beaucoup de ressources, nous pourrions potentiellement transformer les déserts martiens en de magnifiques territoires accueillants. Mais là aussi, il nous faudra d'abord franchir quelques obstacles. La terraformation n'est pas un processus rapide. Il faut énormément de temps et de ressources pour modifier une planète de manière significative. Il existe également quelques dilemmes éthiques. Si nous commençons à changer l'écosystème martien, nous pourrions potentiellement éliminer toutes les formes de vie existantes. Imaginez si quelqu'un faisait ça chez nous. En fait, nous le faisons déjà à nous-mêmes. Et enfin, il y a le coût.
La terraformation coûte énormément d'argent, et on ne sait pas encore qui paiera la facture. Cela nécessitera probablement la coopération de plusieurs pays et organisations. Mais même avec ces difficultés, cela reste un beau rêve. Et qui sait? Peut-être qu'un jour nous pourrons transformer Mars en une superbe destination de vacances. Et ce n'est que le début, car nous ne nous arrêterons pas à Mars. Notre prochain objectif, ce seront les astéroïdes et autres corps célestes. Imaginez ça, vous flottez dans votre combinaison spatiale, travaillant sur un astéroïde pour y recueillir de précieuses ressources. Vous tombez sur de l'or, ou sur une jolie veine de platine, puis retournez sur Terre pour le vendre et faire fortune. Avec cet argent, vous financez encore plus d'expéditions, et vous devenez un magnate de l'espace. Plus sérieusement, l'exploitation minière spatiale pourrait changer la donne pour notre développement et notre économie. Imaginez pouvoir extraire de l'eau sur des astéroïdes et alimenter des colonies dans tout le système solaire. Ou récupérer des minéraux pour l'industrie des hautes technologies. Les bénéfices seraient immenses. Bien sûr, il y a là aussi de grands défis. Nous devrons apprendre à extraire de manière durable les ressources de ces astéroïdes. Et aussi nous assurer que cette exploitation minière se fasse de manière éthique. Mais, une fois réglés ces quelques points, nos vies changeront pour toujours. Alors au travail. Et viendra le jour où nous aurons tout extrait. Que ferons-nous alors? Nous pourrions aller voir ce qui se trouve au-delà du système solaire. Voyager vers les étoiles à la recherche de la vie. Nous avons déjà fait d'incroyables découvertes dans ce domaine. Par exemple, les atterrisseurs Viking de la NASA et la sonde spatiale Galileo nous ont donné quelques indices. En outre, en 2022, nous avons trouvé des traces de matière organique dans des anciens lacs martiens. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais Mars pourrait bien avoir été un jour aussi fertile que la Terre. Mais nous savons tous que le véritable défi se trouve au-delà de notre système solaire. Nous avons déjà découvert des milliers d'exoplanètes. Et certaines d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de leurs étoiles, ce qui signifie qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. Notre prochaine étape est donc d'envoyer des sondes ou même des humains là-bas. Imaginez être la première personne à poser le pied sur une autre planète. Découvrir une vie microbienne ou peut-être même une civilisation avancée. Tout un monde complètement nouveau. Et peut-être qu'un jour, voyager vers un autre système stellaire sera comme un voyage d'un pays à un autre. Sauf qu'au lieu d'un minivan, vous serez dans un vaisseau spatial. Et au lieu de vous arrêter à une aire de repos, vous vous arrêterez sur une nouvelle planète. Plutôt génial, n'est-ce pas? Nous avons quelques idées sur la façon dont nous pourrions faire du voyage interstellaire une réalité. Une possibilité est l'utilisation des trous de verre. Ces tunnels hypothétiques dans l'espace-temps pourraient nous permettre de parcourir de vastes distances en un temps très bref. Une sorte de raccourci, sauf qu'au lieu de couper à travers le jardin d'un voisin, vous couperiez à travers le tissu de l'univers. C'est fou, non? Une autre option est la propulsion par antimatière. Cela implique l'utilisation d'antimatière, qui est un peu l'inverse de notre matière habituelle, comme carburant pour vaisseau spatial. Lorsqu'elle entre en contact avec la matière normale, elle libère une énorme quantité d'énergie. Imaginez le réservoir de votre voiture rempli d'antimatière au lieu d'essence. Le voyage serait vraiment puissant. Bien sûr, il nous reste encore beaucoup de défis à surmonter avant que le voyage interstellaire devienne une réalité. Mais nous espérons qu'un jour nous pourrons tous faire nos valises, pour monter à bord d'un vaisseau qui nous emmènera vers les étoiles. Quoi qu'il en soit, l'avenir du voyage spatial est prometteur. La technologie avance à pas de géant et nous sommes impatients de voir tout ce que l'avenir nous réserve. Depuis des décennies, l'exploration de l'espace suscite les rêves des hommes. Et depuis l'an 2000, une présence humaine continue a été maintenue en orbite. Récemment, un nouveau record a été établi. Il y a à peine quelques semaines, 17 personnes de 5 nationalités différentes se trouvaient simultanément en orbite terrestre. Le précédent record remontait à septembre 2021, lors de la mission Inspiration 4, financée par des fonds privés, où le nombre de personnes en orbite atteignait 14. Voyons cela. Récemment, 3 nouvelles personnes ont rejoint la station spatiale chinoise de Tiangong. À bord se trouvent également 3 autres astronautes, présents depuis novembre 2022, qui devraient retourner sur Terre en juin. Par ailleurs, 7 individus se trouvent à bord de la Station spatiale internationale, tandis que 4 membres d'équipage ont quitté l'ISS à bord du véhicule Crew Dragon Freedom de SpaceX, retournant avec succès sur Terre le 30 mai 2023.
Cela laisse 13 personnes en orbite. Fait intéressant, ce record inclut également la 600e personne à atteindre l'orbite terrestre. Rayana Barnaoui, membre de la mission Axe 2, est devenue la 600e voyageuse spatiale et la première saoudienne à voyager dans l'espace. Mais on a quelque chose d'encore plus fascinant à vous révéler. En effet, le record du plus grand nombre de personnes dans l'espace, et pas uniquement en orbite terrestre, a également été battu il y a peu. Toutefois, ce record n'a duré que 5 minutes environ. Durant ce bref laps de temps, 20 personnes se trouvaient hors de la planète. Ce record a été établi lorsque 6 membres de l'équipage du VSS Unity 25 de Virgin Galactic se trouvaient en même temps que 3 taïkonautes chinois vivant et travaillant à bord de Tiangong, ainsi que 11 astronautes à bord de l'ISS. Cela commence à être sacrément encombré. Eh bien, la Station spatiale internationale a toujours accueilli la majorité des voyageurs spatiaux en provenance de la Terre. Cependant, je parie que certains faits fascinants sur cette prouesse technologique vous échappent encore. L'ISS est l'un des objets les plus brillants dans le ciel nocturne. Le plus impressionnant ? Vous pouvez vous inscrire à un service spécial qui vous enverra une notification chaque fois que la station passe juste au-dessus de votre emplacement et reste visible à l'œil nu. Personnellement, on l'a observé à de nombreuses reprises, et c'est une expérience vraiment impressionnante. Normalement, vous pouvez la voir entre le crépuscule et l'aube, mais attention, car la station se déplace extrêmement vite. À une vitesse de 8 km par seconde, elle boucle une orbite complète autour de la Terre en seulement 90 minutes. La Station spatiale internationale est un véritable record en soi. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace, avec une longueur de 110 mètres, soit la même taille qu'un terrain de football. Son poids atteint environ 450 tonnes, et 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS simultanément. L'espace de vie et de travail à bord est plus vaste qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 dortoirs, d'une salle de sport, de 2 salles de bain, ainsi que d'une impressionnante vue panoramique à 360 degrés depuis leur grande baie vitrée. Passons aux détails plus techniques. Sur l'ISS, les astronautes n'ont pas à affronter de mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée sent tout ce que les astronautes emportent avec eux pour les protéger des mauvaises odeurs. Le problème est que, dans l'espace, vous ne pouvez pas simplement aérer la pièce si l'odeur devient désagréable. C'est pourquoi la NASA est extrêmement prudente concernant les fragrances autorisées à bord. Enfin, sachez qu'il est nécessaire de se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation, car chaque simple chargement d'un demi-kilogramme envoyé à l'ISS coûte jusqu'à 10 000 $. Il est donc plus économique de jeter ces vêtements sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. En dormant, vous bénéficieriez d'un flux d'air exceptionnel autour de vous. Sinon, le dioxyde de carbone que vous expireriez formerait une bulle autour de votre tête, entraînant une privation d'oxygène. Et cela n'est clairement pas idéal. Les gens pensent souvent que dans l'espace, la gravité devient nulle, d'où l'apesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La gravité reste l'une des forces les plus fondamentales de l'univers. Grâce à elle, la Lune peut orbiter autour de la Terre, et le Soleil ne dérive pas de notre galaxie, la Voie lactée. Mais sur l'ISS, les astronautes ne rencontrent pas de gravité à part entière, mais une microgravité, autrement dit, une gravité très faible. La gravité terrestre à bord de la station est seulement 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. Cependant, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau, les personnes à bord et tous les objets continuent de tomber vers l'avant, non pas vers le bas, mais autour de notre planète, suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets semblent flotter. Cependant, nos plans d'exploration spatiale vont bien au-delà de l'orbite terrestre à bord de la Station spatiale internationale. Nous nous préparons à envoyer des missions sur la Lune et à établir des colonies sur Mars. Certains experts estiment qu'au cours des 25 prochaines années, environ 20 000 personnes pourraient quitter la Terre. Mais combien de personnes faudrait-il pour coloniser un système stellaire entier ? En 2002, l'anthropologue John Moore de l'Université de Floride a avancé qu'un vaisseau spatial transportant 150 passagers pourrait quitter la Terre et entreprendre un voyage de plusieurs milliers d'années vers un autre système stellaire. À leur arrivée, les descendants de l'équipage initial pourraient bâtir des colonies sur un nouveau monde. Cela semble être un projet aussi ambitieux que titanesque. Mais poursuivons. Le système stellaire le plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière de notre planète. À l'échelle cosmique, c'est la porte à côté. Cependant, pour nous, c'est une distance tellement gigantesque qu'il faudrait construire un vaisseau générationnel pour y parvenir. Mais la vraie question
est de savoir combien de personnes il faudrait envoyer pour garantir une diversité génétique suffisante. Une nouvelle étude contredit John Moore, affirmant qu'il faudrait bien plus de 150 personnes. Selon un scientifique de l'Université d'État de Portland, un vaisseau voyageant vers un monde aussi lointain devrait transporter au minimum 10 000 individus. Ce nombre pourrait assurer le succès de la mission. 40 000 personnes seraient encore mieux, car qui sait ce qui pourrait arriver aux voyageurs lors d'un trajet aussi périlleux et sans précédent. Pour le moment, la NASA n'est pas prête à envoyer des humains même sur Mars, alors encore moins vers un système solaire éloigné. Toutefois, quelques organisations privées travaillent sur ce projet. Elles espèrent rendre les voyages interstellaires possibles au cours du siècle prochain, en misant sur une augmentation significative de la vitesse de propulsion, ce qui pourrait réduire le temps de voyage entre les étoiles à seulement quelques centaines d'années. Les chercheurs ont mené plusieurs simulations pour analyser les différents scénarios pouvant se produire lors d'une telle mission interstellaire. Ils en ont conclu que le succès de cette mission dépendrait grandement de la taille de la population de départ. La diversité génétique permettrait de maintenir la santé des voyageurs. Plus la population est grande, plus elle est diversifiée. Et 150 personnes ne suffiraient clairement pas pour maintenir cette diversité génétique. Même une population de 500 personnes n'y suffirait pas. D'un autre côté, si nous envoyons 40 000 personnes vers un autre système stellaire, nous pourrions maintenir une variation à 100%. Même 10 000 voyageurs rendraient le scénario relativement stable, ce qui signifie que tout nombre compris entre 10 et 40 000 personnes serait un pari assez sûr. Mais bien sûr, nous ne pourrions pas envoyer autant de personnes avec un seul vaisseau spatial. Il faudrait en construire plusieurs et les répartir. Ces vaisseaux pourraient être modulaires, capables de s'amarrer ensemble pour le commerce et le contact social, probablement pour maintenir une certaine diversité génétique. Cependant, ils voyageraient séparément afin que, si un désastre frappait l'un d'eux, les autres s'en sortent indemnes. Mais pour rendre le voyage interstellaire possible, les chercheurs et ingénieurs devront surmonter de nombreux défis. Accroître la vitesse de propulsion, gérer les effets négatifs de la vie spatiale, et inventer des systèmes autonomes fournissant air, eau et nourriture. Ou bien, nous pourrions simplement décider de réparer notre propre planète et de rester chez nous. Tu planes à environ 30 km au-dessus de la surface de la Terre et tu profites de la meilleure vue de notre planète. Waouh, une pluie d'étoiles filantes. Fais un vœu. Et ce point lumineux qui se déplace très vite, c'est la Station Spatiale Internationale. Et puis, le serveur t'apporte une boisson. Attends, pourquoi y a-t-il un serveur ? Eh bien, c'est juste que tu es dans un vaisseau spatial touristique. Et très bientôt, tout le monde pourra s'envoler dans l'espace à bord de ballons géants. Voici le Neptune. C'est une capsule ronde avec des fenêtres panoramiques et une vue à 360 degrés. Elle peut embarquer 9 personnes dans des sièges confortables, dont 8 passagers et un pilote. Elle possède aussi des toilettes sous le pont. Comme le disent les fabricants, ce sont les toilettes avec la meilleure vue de l'univers. Il y a aussi un compartiment à bagages pour les outils et le matériel scientifique dans le toit de la capsule. Une connexion Wi-Fi permet même le streaming en direct. Et il y a un bar avec des rafraîchissements. Space Perspective, les créateurs de Neptune, prévoient de vendre les billets aux premiers passagers à partir de 150 000 $. Et il n'y a pas de moteur de fusée. Ce truc va s'élever grâce à un ballon géant de la taille d'un terrain de football. Allons sur la rampe de lancement. Les passagers entrent dans la capsule. Les ingénieurs remplissent le ballon d'hydrogène. Ce gaz est plus léger que l'air, si bien que le ballon commence à décoller. Lorsque la poussée devient suffisante, la capsule avec les passagers décolle de la rampe de lancement. Le voyage commence. La capsule et le ballon s'élèvent dans les airs à une vitesse de 19 km/h. C'est 2 fois plus lent que la vitesse de course d'un humain et 2000 fois plus lent que le décollage d'une fusée classique. Tu ne subiras donc pas de surcharge, de vibrations ou de bruit fort comme avec une fusée classique. Tu es déjà à 13 716 mètres d'altitude, c'est presque la moitié du chemin, et c'est là que volent les avions de ligne. C'est la limite où la météo cesse d'exister. Pas de nuages, pas de courants aériens ni de turbulences. Mais pas d'oxygène non plus. Tu aurais besoin d'une bouteille d'oxygène pour respirer ici. Mais la capsule de Neptune est étanche à l'air. Alors tu continues à grimper. Tu remarques aussi que le ballon a beaucoup grossi. C'est parce qu'il a été rempli d'hydrogène à l'altitude 0. L'hydrogène exerçait une pression sur le ballon de l'intérieur, mais l'air de l'atmosphère exerçait une pression sur le ballon de l'extérieur. Mais plus tu montes en altitude, moins il y a d'air. L'hydrogène continue de pressuriser le ballon de l'intérieur, mais maintenant, rien ne l'empêche de se dilater. Le ballon doit donc être fabriqué dans un matériau très dense qui peut s'étirer.
L'humanité lance sans cesse de tels ballons avec des sondes météorologiques. Ils décollent et grossissent à mesure qu'ils montent. Mais à des altitudes extrêmes, le matériau du ballon ne peut pas résister à la pression et il éclate. La sonde météorologique tombe au sol. Nous ne souhaitons pas que la capsule contenant des passagers tombe. Alors Neptune ne décollera pas aussi haut. Mais en cas d'urgence, elle a un parachute pour un atterrissage en toute sécurité. Il est déjà déployé et il est attaché à la corde qui va au ballon. Donc, en cas d'imprévu, le parachute s'ouvrira instantanément et la capsule commencera sa lente descente. Toute la procédure de décollage dure 2 heures et tu atteins la marque des 30 000 mètres. Dans l'histoire de l'humanité, seule une vingtaine de personnes sont montées dans la stratosphère en ballon. La capsule est suspendue dans les airs. Maintenant, toi et tous les passagers avez 2 heures pour admirer la courbure de la Terre, prendre d'interminables selfies et vous détendre. Tu peux même voir une bande bleue au-dessus de la surface de la planète. C'est notre atmosphère. Et si tu lèves les yeux, tu peux voir le plus beau ciel étoilé de ta vie. C'est parce qu'il n'y a pas de nuages ni de pollution lumineuse provenant des grandes villes à cette altitude. Et tu peux voir les étoiles dans toute leur gloire. C'est pour la même raison que nous envoyons nos télescopes à cette altitude. 2 heures se sont écoulées. C'est le moment de la descente. Cette procédure est également lente et douce. Le ballon est abaissé, la pression atmosphérique recommence à s'exercer sur lui et il rétrécit. La capsule va amérir sur l'eau. Elle est équipée d'un cône d'atterrissage situé sous elle et prévu à cet effet. Cette chose aidera à amortir l'impact sur l'eau pour que tout se passe en douceur. 2 autres heures de descente se sont écoulées. Le Neptune touche l'eau. Un bateau s'approche maintenant de la capsule. Il recueille les passagers à bord et les emmène sur la rive. Il emporte aussi la capsule elle-même pour la relancer dans la stratosphère. Mais le ballon ne peut plus être utilisé pour un nouveau voyage. Dès que les passagers touchent le sol, leur voyage est terminé. La première personne à s'élever dans la stratosphère en ballon a été le Suisse Auguste Piccard. Il a conçu cette nacelle ronde, étanche à l'air et pouvant accueillir 2 personnes à bord. La nacelle était attachée à un énorme ballon aussi grand qu'un terrain de basket. Comme pour Neptune, le ballon était rempli d'hydrogène. En mai 1931, Auguste Piccard et Paul Kipfer ont entamé leur vol. En prenant de l'altitude, ils ont été confrontés à plusieurs problèmes. L'étanchéité de la capsule était mauvaise. L'air s'échappait de la capsule, mais ils ont réussi à résoudre le problème. Ils montaient plus haut et il faisait de plus en plus froid dehors. Mais la température à l'intérieur de la nacelle a atteint 38 degrés Celsius, car l'équipage n'a pas pu contrôler la valve d'évacuation d'air. Ils avaient donc l'impression d'être dans un désert brûlant. La nacelle d'Auguste a atteint une altitude de 15 781 mètres, seulement 5 000 mètres de plus que l'altitude de croisière des avions de ligne actuels. Et 17,5 heures après le lancement, Auguste et son coéquipier ont atterri à nouveau sur le sol. Pendant ce vol, et d'autres qui ont suivi, le scientifique a collecté de nombreuses données sur le vent dans ces couches de l'atmosphère et sur les rayons cosmiques. Il a aussi été la première personne à envoyer un signal radio vers la Terre depuis une telle altitude. Plus tard, Auguste Piccard a utilisé l'idée d'une nacelle entièrement étanche pour plonger à des profondeurs extrêmes. Il a créé un bathyscaphe capable de descendre jusqu'au point le plus profond de notre planète, la fosse des Mariannes. Même si le Neptune est beaucoup plus avancé, il ne peut toujours pas voler dans l'espace. Il n'en est même pas proche. Voici le point où Auguste Piccard a pu voler, et voici l'altitude maximale du Neptune. Mais l'espace est beaucoup plus haut. Ceci est la ligne Kármán, à environ 100 km au-dessus du niveau de la mer. L'humanité considère que c'est la limite de notre planète. Donc les touristes à bord de la capsule Neptune ne pourront même pas ressentir la pesanteur. Mais si tu veux devenir un touriste de l'espace et danser en apesanteur, il y a encore quelques options pour toi. Spaceship Two est un vaisseau spatial réutilisable suborbital avec équipage. Le voyage commence sur une piste normale comme un avion de ligne. Tu peux voir ici un avion original baptisé White Knight 2. Il est aussi long qu'un terrain de tennis et se compose de 2 fuselages. De ce fait, il a une envergure aussi large qu'un terrain de foot. Et notre Spaceship 2 est attaché juste entre ces fuselages. White Knight 2 décolle comme un avion ordinaire et atteint une altitude d'environ 20 km. Puis, Spaceship 2 se désarime et commence un vol ascendant indépendant. Ce petit vaisseau spatial a la taille d'une piscine. Il est contrôlé par 2 pilotes et transporte 6 passagers. Allumage. Le moteur de la fusée est allumé et le vaisseau spatial commence à prendre de la hauteur. Les pilotes et les passagers atteignent environ 85 600 mètres, soit presque 3 fois plus que le ballon Neptune. Les passagers peuvent alors expérimenter l'apesanteur pendant un moment. Puis, le Spaceship Two commence à atterrir. Les pilotes n'allument plus les moteurs, ils planent simplement dans les airs.
Puis le vaisseau spatial libère son train d'atterrissage et se pose sur la piste comme un avion ordinaire. Le créateur de cette entreprise, qui possède Spaceship Two, prévoit d'effectuer plus souvent de tels vols touristiques dans l'espace. Le billet pour un tel voyage commencera à 450 000 $. C'est 3 fois plus que le vol à bord du ballon Neptune. Si c'est trop pour toi, nous avons une autre option pour voler dans l'espace. Il s'agit du vaisseau spatial New Shepard. Cette chose se compose d'un module de propulsion et d'une capsule d'équipage. Il est lancé comme une fusée classique. Décollage vertical, accélération rapide et forte surcharge. Le module de propulsion aide la capsule à atteindre une vitesse d'environ 3590 km/h. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 1 heure. La fusée d'appoint est montée à une altitude de 105 mètres. À ce moment-là, la capsule de l'équipage se désarime et atteint une altitude de 107 km. Les 4 passagers à bord se sentent en apesanteur pendant plusieurs minutes. Ensuite, le véhicule de lancement redescend au sol et effectue un atterrissage contrôlé. Quelques minutes plus tard, la capsule de l'équipage entame sa descente. Elle déploie 3 parachutes pour le freinage. Quelques mètres avant de toucher le sol, la capsule fait un lancement rapide des moteurs de la fusée pour ralentir complètement et rendre l'atterrissage aussi doux que possible. Tu peux devenir un touriste de l'espace et expérimenter l'apesanteur à bord de cette fusée pour seulement 250 000 $. Joseph Walker est sur le point de réaliser un vol historique, mais il ne le sait pas encore. Il sourit à son pilote de chasse, qui lui fait le signe OK et ferme le cockpit de son compagnon d'acier, le tout dernier avion fusée non motorisé, le X-15. Il est placé sous l'aile d'un bombardier B-52. Il décolle et monte jusqu'à 45 000 pieds. Joseph est calme et enthousiaste car il s'est préparé à ce moment toute sa vie. Il a une confiance totale dans son appareil aux ailes d'acier. Le bombardier largue le X-15, l'avion fusée s'allume et avec une poussée fantastique, Joe s'envole à toute vitesse vers le bord de l'espace. Il sait que son rêve de réaliser le tout premier vol suborbital en avion va bientôt se réaliser. Joe ajuste les commandes pour intensifier l'énergie de la fusée. Contrairement à la vue habituelle du ciel bleu depuis un avion, la magnifique forme incurvée de la planète Terre et son horizon noir sont un privilège visuel réservé à une poignée de chanceux. La réaction de Joseph Walker montre qu'il fait l'expérience de l'apesanteur. Bienvenue dans l'espace. Le pilote déclare tranquillement « On l'a fait les gars ». Le nom de famille de Walker l'a toujours automatiquement propulsé vers l'action. Il lui suffisait d'aller de l'avant, de viser des objectifs plus élevés et de ne jamais s'arrêter. Lorsqu'il était adolescent, il aimait courir, les bras tendus sur les côtés. Il imaginait que ses jambes se soulevaient soudainement du sol et il se sentait voler, planant dans les airs, à la fois comme un homme et comme un avion. Quand il travaillait comme pilote d'essai, il avait l'habitude de survoler les lumières des villes au crépuscule. Elles s'assemblaient en mosaïque gigantesque en dessous et lui faisaient penser aux étoiles lointaines qu'il voulait atteindre. Son rêve de devenir astronaute et d'obtenir le fameux badge qu'il considérait comme un grand honneur est né à cette époque. En vue d'accomplir son rêve, Joseph a beaucoup étudié et a obtenu un diplôme en physique. Il a également acquis une grande expérience des essais dans les premiers avions de la série X et a effectué 27 vols dans des avions fusées après avoir rejoint la NACA à Dryden en 1951. NACA signifie National Advisory Committee for Aeronautics, soit le Comité consultatif national de l'aéronautique en français. Il combinait cette expérience avec celle d'un ingénieur compétent. Qu'est-ce qui pousse un pilote d'essai à risquer sa vie tous les jours ? Le courage, le devoir, la dévotion, la passion, un peu de tout ça en même temps. Joseph était un pilote d'essai talentueux et n'aurait échangé son poste pour rien au monde, mais il avait toujours visé plus haut. Il est donc devenu la personne idéale pour le programme de vol spatial X-15 lorsqu'il a été invité à en être le pilote en chef. Toute l'équipe, y compris les ingénieurs et les 12 pilotes d'essai, devait prouver qu'elle pouvait concevoir un avion capable de voler et de survivre à des vitesses hypersoniques. Avant, il n'y avait que des théories sur le vol hypersonique et des essais en soufflerie à petite échelle. C'est pourquoi le projet a soulevé beaucoup de questions telles que « Pourront-ils le prouver ? Parviendront-ils à concevoir un avion stable et manœuvrable à des vitesses hypersoniques ? Pourront-ils créer une structure qui survivra aux frictions extrêmes associées aux vitesses hypersoniques ? Et plus important encore, un pilote pourra-t-il survivre et s'adapter à de pareilles conditions ?
Lorsque le X-15 se détache de l'aile du bombardier, il est d'abord en chute libre pendant plusieurs secondes. Et ce n'est qu'ensuite que les fusées peuvent être allumées. Il y avait un risque considérable de défaillance de ces fusées. L'équipe a également dû concevoir un avion qui serait contrôlable en dehors de l'atmosphère et qui pourrait réussir à rentrer dans celle-ci à grande vitesse et avec un angle abrupt. Si le X-15 prenait un mauvais angle, l'avion serait détruit. Alors, ont-ils pu prouver tout cela ? Déjouer régulièrement l'adversité est le vrai travail de tout pilote d'essai. Joseph connaissait l'anatomie de son compagnon ailé aussi bien que la sienne, car sa vie en dépendait. Le X-15 ressemblait à un gros réservoir de propergol avec un cockpit. Il mesurait 15 mètres de long, 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Mais les réservoirs de propergol occupaient environ la moitié de ces 15 mètres. Le X-15 pesait 7000 kg sans son carburant et 15 000 avec, sachant qu'il était constitué d'oxygène liquide et d'ammoniac anhydride. Pour voler à la vitesse hypersonique de Mach 6, soit 6500 km/h, il faut avoir un avion capable de survivre à des températures aussi élevées que 650 degrés Celsius. C'est pourquoi le X-15 a été construit en acier Inconel X, un alliage nickel-acier très résistant. Seuls 3 modèles ont été construits. Le X-15 était de loin l'avion le plus rapide existant à l'époque. Il pouvait voler à une vitesse pouvant atteindre 7 fois la vitesse du son, soit 7275 km/h. Joseph Walker pouvait voler jusqu'à la limite de l'espace et réatterrir en 12 minutes. L'avion était propulsé par un moteur à ergol liquide Reaction Motors XLR 99 qui délivrait une puissante poussée de 250 kN. Lors du premier vol du X-15 de Walker, il ne se doutait pas de la puissance des moteurs fusées et a été comprimé dans son siège en criant « Waouh !» L'énorme siège éjectable pesait 122 kg. Il avait 2 grands ailerons de stabilisation déployés après l'éjection et 2 grandes perches télescopiques qui s'étendaient pour stabiliser le siège. L'avion avait une aile conventionnelle, bien que petite, d'une envergure de seulement 7 mètres et d'une surface d'environ 18 mètres carrés. La queue de l'avion était inhabituelle, avec 2 surfaces horizontales inclinées et 2 surfaces verticales. Cette queue ressemblait à l'empenne d'une flèche. Elle servait le même objectif, à savoir maintenir l'avion stable et pointé dans la bonne direction. Les empennages verticaux supérieurs et inférieurs étaient assez grands et épais par rapport à ceux des avions conventionnels. Leur section transversale était en forme de biseau avec une arête prononcée à l'avant et une base émoussée à l'arrière. Cela apportait une stabilité supplémentaire et empêchait l'avion de se retourner à des vitesses extrêmement élevées. Le capteur de flux d'air situé sur le nez de l'avion déterminait la direction du flux et la pression dynamique. Ce capteur était appelé le ball nose. Il était actionné par un servomoteur pour s'aligner sur le flux d'air affectant le nez de l'avion. À partir de cela, les ingénieurs ont obtenu l'angle d'attaque, l'inclinaison du dérapage et la pression dynamique de l'air s'écoulant autour de l'avion. Le nez était refroidi à l'azote liquide pour éviter qu'il ne fonde pendant le vol à grande vitesse. Pour s'amuser, Walker aimait parier avec ses collègues pilotes d'essai quant à savoir qui serait le premier à faire décoller l'avion-fusée au-dessus de la ligne de Kármán, la limite internationalement acceptée de 100 km au-dessus du sol. Le 22 août 1963, pendant le vol 91, Joseph Walker a établi un record mondial de la plus haute altitude atteinte par un avion X-15 non motorisé avec 108 km. Le X-15 est hissé jusqu'au pylône de l'aile du B-52. Les treuils sont situés dans les zones d'entretien, du ravitaillement en carburant et d'accouplement du X-15. Toutes les vérifications avant le vol sont effectuées. Décollage. Le X-15 est le premier avion à utiliser une plateforme inertielle et un ordinateur. Les instruments barométriques standards sont quasiment inutiles. Joseph en a sur le tableau de bord, mais il ne les utilise que pendant l'atterrissage, car ils ne fonctionnent pas à haute altitude ou en dehors de l'atmosphère. Pendant une bonne partie du vol, il utilise les données inertielles pour le contrôle et le guidage. Lancement. Le X-15 s'éloigne du bombardier et entre en chute libre pendant plusieurs secondes. Puis les fusées commencent à brûler en 85 secondes, générant une puissance extrême. Joseph tire l'avion vers le haut à un angle abrupt pour commencer à former une longue parabole et sort de l'atmosphère. Il a une bonne visibilité puisque les fenêtres sont à côté de sa tête.
Une chose très inhabituelle concernant la visibilité à travers les fenêtres du X-15 est que le pilote ne peut voir aucune partie de l'avion, ni le nez, ni les ailes, rien. En général, les pilotes utilisent le nez et les ailes d'un avion comme référence d'altitude. Dans le X-15, la seule référence pour Joseph est le cadre de la fenêtre, ce qui, en un sens, est très désorientant. Mais d'un autre côté, une telle vue panoramique est idéale pour profiter du spectacle, à savoir la frontière entre la Terre et l'espace. Joseph trouve que c'est très calme ici, comme nulle part ailleurs. Mission accomplie. Joseph effectue une parabole parfaite et rentre dans l'atmosphère avec succès. Le X-15 est comme un vieux coucou robuste qui grince et gémit lorsqu'il accélère au-delà de cette vitesse extrême. Mais tout tient en place et cela permet à Joseph Walker de rentrer chez lui. Il est prêt à entamer un vol plané pour atterrir depuis l'espace. Le X-15 possède quelques caractéristiques exceptionnelles qui améliorent considérablement la sécurité de l'atterrissage, notamment des aérofreins très efficaces qui sont essentiels dans un avion non motorisé pour ajuster l'énergie et s'assurer que le pilote revienne au sol en toute sécurité. Plus ils sont efficaces, plus le contrôle de la puissance est précis et plus l'atterrissage est propre. C'est difficile à imaginer, mais le pilote fait atterrir le X-15 seulement environ 11 minutes et 8 secondes après son lancement, après avoir parcouru une distance de 542 km. Joseph Walker entre dans l'histoire en devenant le premier pilote d'essai à s'être rendu dans l'espace à bord d'un avion fusée à 2 reprises. Malgré tous les risques du programme X-15, les courageux pilotes d'essai ont repoussé les limites de leurs compétences et de leurs conditions physiques pour maîtriser une technologie expérimentale révolutionnaire. Le succès global du programme a aidé à développer celui de la navette spatiale et a ouvert la voie à la NASA pour aller sur la Lune quelques années plus tard. Joseph Walker a reçu de nombreuses récompenses et le badge d'astronaute tant convoité, mais seulement plusieurs années plus tard. On a fait confiance à Joseph pour piloter le Lunar Landing Research Vehicle, utilisé pour développer des techniques de pilotage et d'opération pour les alunissages. Et le célèbre cratère lunaire Walker a été nommé en son honneur. Une main fantomatique géante s'étend dans l'espace. Ses doigts sinistres tendent la main vers un nuage rougeoyant qui ressemble à de la lave spatiale en fusion. Bien que cela ressemble à une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction, c'est 100% réel. La main s'est formée après qu'une énorme étoile se soit effondrée au cours de l'énorme explosion d'une supernova. L'explosion a créé une nouvelle étoile qui déborde d'énergie. L'énergie dégagée par l'étoile est si grande qu'elle a fait tourbillonner les débris de l'explosion autour d'elle. C'est ce qui a créé cette main à l'aspect surnaturel. La main est si grande qu'elle s'étend sur une distance colossale de 150 années-lumière. Quant à la structure ressemblant à de la lave qu'elle cherche à atteindre, il s'agit en fait d'un énorme nuage de gaz. Même si c'est un peu effrayant, c'est totalement inoffensif. Et tu peux t'endormir ce soir sans craindre qu'une main fantomatique géante de l'espace ne te sorte du lit. Il y a une étoile bizarre cachée dans les profondeurs de l'espace qui semble s'allumer et s'éteindre de façon aléatoire. On l'appelle l'étoile de Tabi et sa lumière s'éteint à des intervalles irréguliers et pendant des durées vraiment étranges. Il y a eu beaucoup de théories sur la cause de ce phénomène, des pluies de météores aux interférences spatiales. L'hypothèse d'une pluie de comètes a été rapidement écartée. La poussière des comètes, qui bloquerait la lumière, disparaît au bout de quelques mois. L'étoile de Tabi s'éteint lentement sur des décennies, donc le timing ne correspond pas. Cela ne peut pas non plus être dû aux planètes, car aucune planète n'est assez grosse pour bloquer autant la lumière d'une étoile. Après des années de spéculation, les scientifiques ont enfin trouvé une explication à cet étrange phénomène. L'assombrissement et l'éclaircissement sont en fait le résultat de la poussière spatiale. Un anneau de poussière entoure l'étoile, ce qui bloque temporairement sa lumière. Au 8e jour de sa mission, en 2019, le rover lunaire chinois a découvert quelque chose de vraiment étrange sur la face cachée de notre Lune, qui a attiré l'attention du monde entier. Alors qu'elle naviguait autour d'un groupe de cratères lunaires, elle a repéré quelque chose de vraiment bizarre qui se cachait dans l'un des trous de la Lune. Il s'agissait d'une substance colorée semblable à du gel que nous n'avions jamais rencontré auparavant. La curieuse matière était d'une riche couleur vert foncé et brillait comme des diamants. Après un an d'analyse de l'échantillon de cette substance étrange, qui mesurait 50 cm de long sur 15 cm de large, les scientifiques sont enfin arrivés à une conclusion. L'effet scintillant semble provenir du verre,
Dans l'espace, il apparaît généralement à la suite de la fusion d'un impact. Cela signifie qu'il provient très probablement d'une comète ou d'une roche qui a heurté la Lune et a fondu lors de la collision. Mais même s'il est probable que cette substance étrange ne soit qu'une roche fondue, les scientifiques n'en sont pas sûrs à 100%. Cela est dû au fait que les photos ont été prises dans de mauvaises conditions d'éclairage et qu'il y avait un tas d'autres facteurs qui ont fortement altéré la qualité des images. Le jury n'a toujours pas tranché dans cette affaire. Un énorme concombre de l'espace flotte dans la galaxie et personne ne sait vraiment d'où il vient ni pourquoi il est là. Bon, ce n'est pas exactement un concombre, ni un cornichon. Il s'agit plus probablement d'une roche très allongée. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait dépasser 1 km de long tout en étant large de seulement 165 mètres. Elle se déplace si rapidement qu'il est impossible qu'elle soit liée à la gravité de notre Soleil, ce qui signifie que l'objet étrange a été formé quelque part en dehors de notre système solaire. Nous ne savons même pas depuis combien de temps il erre dans l'espace. On estime qu'il est entré dans notre système solaire à l'époque victorienne, mais qui sait où il a voyagé avant cela? Pendant des années, on nous a dit qu'il y avait 8 planètes dans notre système solaire. 9 si l'on compte Pluton, qui a été expulsé du club il y a quelques années. Mais tout cela pourrait bien être sur le point de changer. Il y a peut-être un énorme monde secret qui se cache au milieu de notre système et que les scientifiques appellent Planète 9. Cette planète, encore non découverte, pourrait se trouver bien au-delà de Neptune. Il y a des amas d'orbites apparemment inexpliquées dans cette région et cette 9e planète cachée pourrait l'expliquer. La planète, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre, mettrait au moins 10 000 ans à tourner autour du Soleil et serait située 200 fois plus loin que notre planète. C'est pourquoi il a été si difficile de l'identifier, car il est presque impossible d'en prendre une photo. En 2019, 30% de la zone dans laquelle la planète est susceptible de se trouver avait été fouillée. Il faudra encore au moins 2 ans pour couvrir la zone restante. Pendant ce temps, nous attendrons cramponnés à nos sièges, ou pas. D'étranges ondes radio descendent sur la Terre et les scientifiques sont déconcertés. Ces sursauts radio rapides sont soudains, inexpliqués et ne durent que quelques millisecondes. Nous avons détecté ces signaux étranges pour la première fois en 2007 et depuis, les chercheurs se grattent la tête. Ils semblent venir de l'extérieur de la Voie lactée, à des millions d'années-lumière. Pour que nous les captions d'aussi loin, ils doivent émettre plus d'énergie en une fraction de seconde que le Soleil en 80 ans. La plupart de ces signaux ne se sont manifestés qu'une seule fois, ce qui aurait rendu leur identification beaucoup plus facile, jusqu'à ce que tout cela change en 2017. En août, un signal a été capté qui s'est répété 93 fois, ce qui a écarté les spéculations selon lesquelles les signaux étaient causés par des événements ponctuels aléatoires. À ce jour, nous ne savons toujours pas ce qui cause ces signaux. En 2014, la NASA a capturé une image surprenante du Soleil qui a montré qu'il aimait peut-être se déguiser. Une tempête éclatante de champs magnétiques a donné au Soleil l'apparence d'une lanterne flamboyante. Ce qui est encore plus étrange, c'est que l'image a été capturée le 8 octobre. Cela a été possible grâce à ce qu'on appelle les régions actives. Ce sont en fait des zones du Soleil qui ont des niveaux de lumière et d'énergie plus élevés. C'est ce qui donne l'aspect flamboyant des images. La lumière forme 2 yeux, un nez et une large bouche dentelée qui sourit. Heureusement, ce look n'est qu'une coïncidence, et il n'y a pas de passionnés de sculpture sur citrouille qui se cachent dans les profondeurs de l'espace. Les fans d'astronomie ont repéré ce qui ressemblait à une cuillère sur la surface de Mars. Elle était à moitié recouverte de poussière. Ils l'ont remarqué après la publication des images d'un rover martien. Mais aussi effrayante que puisse paraître cette argenterie suspecte, ce n'était qu'un effet de lumière. La cuillère n'est qu'un vieux caillou ordinaire, bien qu'il ait une forme un peu bizarre. Le jeu d'ombre sur la photo fait que l'objet ressemble encore plus à une cuillère. Ce globe oculaire cosmique flottant quelque part parmi les étoiles n'est pas un œil de taille normale. Il a un incroyable diamètre de 1060 km. L'une des lunes de Saturne, Thétis, est devenue une sorte de célébrité pour les fans de l'espace. Cette lune sphérique présente un grand cratère qui la fait ressembler à un globe oculaire interplanétaire géant. Il y a même une série de pics à l'intérieur du cratère qui ressemblent à un iris. Saturne a une bande de 60 lunes au total, et Thétis n'est pas la seule qui ressemble à un objet terrestre aléatoire. Prométhée ressemble à une pomme de terre, Atlas ressemble à une pita fraîchement servie dans un restaurant grec, et Mimas ressemble même à un vaisseau spatial menaçant. Et puis il y a ça, un œil de chat géant en plein milieu de l'espace.
Son nom officiel est NGC 6543, mais c'est long et un peu ennuyeux, alors la plupart des gens l'appellent la nébuleuse de l'œil de chat. C'est d'ailleurs l'une des premières nébuleuses à avoir été découverte. Comme d'autres nébuleuses, elle a été formée par une étoile qui s'est débarrassée de sa couche externe de gaz. Le gaz s'est détaché et a produit cette structure étonnante et intrigante. L'étoile rejette cette couche de gaz tous les 1500 ans. Chaque fois qu'elle fait cela, elle crée une nouvelle coquille de poussière spectaculaire. Moi, ça ne fait pas ça quand je rejette du gaz. Des milliers d'étranges vaisseaux spatiaux pénètrent dans l'espace aérien de la Terre. Ils descendent sur notre planète et traversent les villes, plongeant le monde dans un chaos total. Soudain, la porte du plus grand vaisseau s'ouvre et une étrange créature en sort. Elle essaie d'imiter notre langue et dit qu'ils viennent d'une étoile lointaine, Proxima Centauri. Une telle chose pourrait se produire car des scientifiques ont récemment capté un étrange signal radio en provenance de cette étoile. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière. Cela signifie qu'un rayon de lumière qui part de cette étoile atteint la Terre en 4,2 ans. Cela correspond aussi à 270 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'étoile Proxima Centauri elle-même est trop pâle pour que nous puissions la voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Mais son système cache un petit secret. Envolons-nous vers elle et regardons tout ça de plus près. Voici donc cette naine rouge. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil et 8 fois plus légère. Proxima Centauri est 1,5 fois plus grande que Jupiter et presque 150 fois plus lourde. Mais ce que nous cherchons est un peu plus loin. C'est Proxima Centauri b, une planète semblable à la Terre. Elle n'est que 10% plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de l'étoile. C'est la distance parfaite, ni trop loin, ni trop près. La température n'y est donc ni trop élevée, ni trop basse. L'eau, si elle existe sur cette planète, peut être à l'état liquide. Et il se peut donc que la vie y soit apparue et y ait évolué. Elle est peut-être même assez développée pour nous avoir envoyé le signal que nous avons reçu. Un signal radio, ce sont essentiellement des ondes. Elles ont une certaine fréquence et une certaine longueur. Et on peut toujours distinguer un signal artificiel d'un signal généré naturellement. Le signal que nous avons capté de Proxima Centauri b avait une fréquence de 982 MHz. La radio ordinaire que nous écoutons dans notre cuisine ou dans notre voiture capte des signaux d'environ 100 MHz. C'est pourquoi les scientifiques ont conclu que ce signal avait été créé artificiellement. De tels signaux pourraient être un moyen de communication entre les mondes développés. Et s'il s'agit vraiment d'un message d'une civilisation extraterrestre, nous devrions être capables de le décoder. Pour cela, toute civilisation doit utiliser la méthode de cryptage la plus simple. Par exemple, la Terre a déjà envoyé un signal radio dans l'espace. Il s'agissait du message d'Arecibo. Ce message est composé de 1779 bits. C'est un rectangle de 23 carrés sur 73 qui contient des informations sur notre civilisation chiffrées à l'aide d'un code binaire. En haut du rectangle, il y a le système de numération que nous utilisons. Ils sont inscrits en blanc. Cette chose violette est la clé pour lire la partie suivante du message. Les numéros atomiques des éléments comme l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore sont codés dans cette clé. Ce sont les éléments clés qui peuvent donner naissance à la vie. Si ceux qui reçoivent ce signal peuvent donner un sens au numéro et à la clé, ils peuvent lire la partie suivante du message. Ces choses vertes sont les éléments constitutifs de notre chaîne d'ADN. Et tout en bas, voici la chaîne d'ADN elle-même. Le rectangle blanc indique le nombre de paires de ces blocs de construction, et les hélices bleues montrent la forme d'une chaîne d'ADN. Ensuite, nous voyons la silhouette humaine elle-même. L'objet blanc et bleu à sa gauche est un nombre codé indiquant notre taille moyenne. L'humain est dessiné ici au-dessous de la chaîne d'ADN pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre à quoi nous ressemblons. Et le rectangle blanc à droite du dessin de l'humain indique la population de la Terre au moment du message. Elle était de 4,2 milliards en 1974, soit presque la moitié de la population actuelle. La partie suivante est un dessin de notre système solaire. Le grand carré jaune est le Soleil. Viennent ensuite toutes les planètes de notre système, y compris Pluton. À l'époque, elle était considérée comme une planète. La Terre est un peu décalée vers le haut pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre d'où vient ce message. Et le dernier dessin représente l'observatoire d'où ce message a été envoyé. Ce signal est maintenant en route vers l'amas d'étoiles M13 à 25 000 années-lumière de la Terre. Il n'arrivera donc pas avant 25 000 ans. Et il nous faudra 25 000 ans de plus avant d'obtenir une réponse, s'il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté qui peut recevoir le signal. Si le signal de Proxima Centauri est lui aussi un message, nous aurons besoin de temps pour le décoder.
Alors, allumons notre machine à calculer super puissante et attendons le résultat. Mais ce n'est pas le premier signal mystérieux que nous captons sur Terre. Des scientifiques ont enregistré un signal inhabituel appelé WOW en 1977. Ils ont supposé qu'il provenait de la constellation du Sagittaire. Le télescope a capté ce signal pendant une durée impressionnante de 72 secondes. Plus tard, l'un des scientifiques a conclu que le signal était artificiel. Il a écrit « Wow » sur la page d'impression, tout simplement sa réaction. Les observations et études suivantes ne nous ont pas permis de capter à nouveau ce signal. Selon certaines théories, il provenait d'un vaisseau spatial qui passait par là. Et comme il était reparti, nous ne pouvions plus détecter son signal. Mais le plus probable est qu'il ait été créé sur Terre. Dirigé vers le haut, il se serait réfléchi sur un objet à haute altitude, par exemple sur un avion, un satellite ou sur des débris spatiaux en orbite autour de notre planète. Ensuite, il aurait été capté par le télescope. Et comme il avait été créé par l'homme, toutes ses caractéristiques, comme sa longueur d'onde et sa fréquence, ont pu dérouter les scientifiques. En 2017, des scientifiques ont enregistré une éruption sur Proxima Centauri. La luminosité de l'étoile a été multipliée par 1000 en seulement 10 secondes. Avant cela, il y avait eu une autre éruption, plus faible, mais qui a duré environ 2 minutes. Avec ces éruptions, Proxima Centauri a émis d'énormes quantités de radiation. S'il y avait de la vie sur la planète proche de l'étoile, ces éruptions l'auront probablement détruite. Les vents stellaires auront simplement anéanti l'atmosphère de la planète et rendu sa surface impropre à la vie. Dans l'ensemble, la planète Proxima Centauri B reçoit 60 fois plus de rayonnement à haute énergie et 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les scientifiques ont conclu qu'il n'y a qu'une chance sur 100 millions qu'il y ait de la vie sur cette planète. Et même si nous ne savons pas encore avec certitude si le signal était artificiel ou naturel, le scénario d'un groupe de vaisseaux spatiaux débarquant soudain sur Terre est très probablement impossible. Notre seule méthode pour rechercher des civilisations extraterrestres est d'utiliser les ondes radio. Elles sont comme un bruit fort qui part de notre planète dans différentes directions à la vitesse de la lumière. Le principal problème ici, ce sont les distances gigantesques. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Suppose qu'il y ait de la vie à l'autre bout. Si nous leur envoyons un signal radio, il n'atteindra pas la planète avant 100 000 ans et nous ne recevrons pas de réponse avant 200 000 ans. Ce serait la même chose si quelqu'un voulait un jour nous contacter. Nous n'avons pas appris à créer et à recevoir des signaux radio avant le 19e siècle. Si une civilisation est apparue en même temps que nous, quelque part dans la Voie lactée, et qu'elle a inventé la radio, nous ne recevrons pas son signal avant plusieurs millénaires. De plus, le bruit radio de notre planète commence à s'estomper. Nous utilisons le Bluetooth, la fibre optique, la télévision par câble. Dans environ 100 ans, nous ne serons plus audibles pour les autres mondes. Ou pire encore, imagine qu'il y ait eu quelque part une civilisation qui envoyait des signaux dans l'espace. Les signaux atteignaient notre planète, mais nous n'avions pas encore la technologie pour les capter. Puis, ce monde émetteur a évolué et son signal s'est éteint. Nous aurions pu capter des restes d'ondes radio à la dérive dans l'univers, mais nous avons installé nos antennes trop tard. Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Chacune d'entre elles contient des milliers de milliards d'étoiles semblables à notre Soleil. Il y a peut-être une planète près de l'une d'elles qui ressemble à la nôtre. La vie pourrait y être apparue. Cette civilisation lointaine, tout comme nous, regarde dans ses télescopes et espère capter un jour le signal radio d'une planète inconnue. Ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ». Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après un an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ces cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment. Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver, car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis.
Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en 2 étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre. Au fait, les oreilles possèdent des os, et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores. Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malleus, de l'incus et du stapes, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir, peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie. L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans, et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total. Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons. On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps. La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines. Les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyés. Burk! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous.
Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an, au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait 1 centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm3 d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus. Me positif et me négatif par exemple. Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace. Il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent. L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique.